repris le titre qui était proposé, hein. Je ne suis pas allée chercher bien loin, puis j'ai essayé de répondre à la question, notamment en essayant de comprendre pourquoi c'était si apprécié et pourquoi le tourisme était si attirant. Donc je vais faire, l'éloge du tourisme, ici même. J'espère que vous allez apprécier. Hem et donc ouais, je vais peut-être aussi me présenter, pour dire que, je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle «Dévorer le monde: voyage, capitalisme et domination», qui est sorti cet automne. Et je l'ai écrit, suite à à peu près, 5-6 ans passés, de manière, comme ça, ponctuelle et discontinue en Asie du Sud-Est, où je suis arrivée un peu comme touriste parce que j'en avais marre de la décroissance et de mes camarades, de là où j'étais. Et je suis allée voir ailleurs. Et donc je suis passée de j enfin j'ai un peu entremêlé, c'est certains des statuts comme ça qui sont celui de touriste, de journaliste aussi, puisque je suis assez vite revenue pour, faire des reportages, au sein en coopération avec une association qui s'appelle Sahabat Alam Malaysia, qui est tout simplement la branche locale des Amis de la Terre. Et puis je suis revenue une dernière fois pour faire un travail, en anthropologie, parce que j'avais repris des études. Et j'ai eu la chance qu'on me propose comme terrain, qu'ont des militants, pour les droits des personnes autochtones, que me propose comme terrain un village autochtone, qui est aux abords d'un parc national et qui donc a des perspectives économiques, réjouissantes, liées au tourisme. Et l'idée, c'était de voir, si c'était si réjouissant que ça et ce que ça pouvait, apporter au village comme opportunité, de développement et de réponse, aux besoins des gens. Je commence en disant en rappelant que le tourisme, c'est une industrie qui représente à peu près 10 de l'économie mondiale, 10 aussi des emplois à peu près, donc c'est une industrie qui est relativement, à peu près, ni très gourmande, ni très, sobre en main-d'œuvre. Et c'est une industrie aussi qui a des impacts, qui sont bien connus, on va quand même, les redire. Des impacts, les impacts écologiques qui sont liés notamment à l'usage des transports, en particulier, les transports longue distance, les transports aériens. Ils sont dus aussi à ces usages de l'eau, notamment parce qu'à partir du moment où vous sortez de chez vous, vous allez être hébergé dans un lieu commercial. On considère vous allez consommer par exemple environ 2 fois plus d'eau que ce que vous allez passer à la maison. On va laver plus souvent le linge, les serviettes, vous allez avoir une piscine à disposition peut-être. Et donc cet impact, il peut, se démultiplier à mesure que le lieu est plus, confortable, à mesure que le nombre d'étoiles sur la porte, augmente, quoi. Le tourisme aussi, c'est la cause de construction, dans des écosystèmes précieux parce qu'ils sont beaux et donc les gens veulent aller séjourner là-bas. Donc des littoraux, donc des lieux de montagne, des lieux comme ça qui sont artificialisés sous l'effet du tourisme. Il y a aussi des impacts sociaux, puisque le tourisme, c'est grosso modo une situation dans laquelle les besoins, des uns et les désirs des autres, entrent en compétition. Notamment, c'est le cas dans beaucoup de métropoles et même de plus petites villes européennes, et pas que, dans l'accès au logement. C'est le cas aussi, quand l'industrie du tourisme est soutenue par, les États. Elle l'a été, très fortement ces dernières années, hein. Ça a commencé pendant la crise, l'industrie de l'hôtellerie et la restauration ont été particulièrement soutenues. L'industrie de l'aéronautique aussi a été particulièrement soutenue. Alors que, le tourisme, il crée plutôt, des emplois de mauvaise qualité et il contribue indirectement à la concentration des richesses. Il y a aussi des impacts, culturels, encore une fois, qui contribuent à l'accélération de la standardisation du monde, moi, un exemple que je cite souvent, c'est celui d'une jeune femme, dans le village autochtone où j'étais, qui s'appelle, Kampung Peta. C'est une jeune femme qui travaille, un petit peu dans le parc national, qui essaie de monter une activité de guide et tout, et qui me disait souvent: «Chacun prend ses responsabilités, attends,
j'arrive plus à le dire, elle me dit ça en anglais, donc j'essaie de se traduire, en direct. Elle me disait: «Bah, chacun, mérite, sa vie et chacun, doit prendre la responsabilité pour, pour sa vie, quoi». Et c'est une phrase qu'elle a répétée, mais plusieurs reprises. Elle me l'a dit à moi, elle l'a dit aussi à des copines à elle qui avaient pas un bon revenu et qui galéraient, pour s'en sortir. Et c'était une phrase qui lui avait été dite par des touristes, occidentaux, qui étaient venus dans un village autochtone où, il est évident que les opportunités en matière d'éducation, en matière de plein de choses sont très, très limitées. Mais bon, c'est certainement la faute, de ces gens-là s'ils sont dans un village pauvre, puisque évidemment chacun est responsable de sa vie et personne ne profite du fait d'être dans un pays riche, dans une classe sociale, aisée et cetera pour, s'épanouir, comme ça. Et donc espèce de doxa, libérale de merde en fait, vraiment dégueulasse et injuste et elle l'avait intégré, enfin intégré, on va voir. Elle l'avait, comment dire? Elle l'avait, en tout cas elle l'a répété. Elle l'a répété autour d'elle et tout. Et ce qui était marrant, c'était qu'en fait, elle l'avait pas vraiment intégré et que finalement, c'était quand même quelqu'un qui l'a joué très collectif et qui était très impliqué dans les structures du village, si ça peut vous rassurer. Mais voilà, il y a quand même des impacts culturels aussi, qui sont pas forcément, les impacts auxquels on pense en premier. Et donc pour tout ce tableau, de ce que des impacts du tourisme, des impacts négatifs du tourisme, je vous renvoie à des livres qui sont, à mon avis, très importants comme, L'usure du monde de Rodolphe Christin ou Des astres touristiques de Henri Morat, qui sont 2 livres publiés en 2014 et 2020, je crois, aux éditions L'Échappée et qui ont une approche, frontale hyper critique du tourisme, qui m'a beaucoup inspirée aussi. Mais moi j'ai choisi aussi de poser la question de: oui, mais quand même, il y a quand même plein de gens qui ont envie de faire du tourisme, donc à un moment, il va falloir aussi parler de qu'est-ce qui nous attire, dans le tourisme et heu et en tant qu'individu, puis aussi en tant que société, parce qu'il y a quand même beaucoup de territoires qui courent derrière, la présence de touristes, heu et en général et ça correspond aussi à une vision du tourisme qui est celle de la littérature académique, grosso modo, qui décrit souvent le tourisme comme une bénédiction ambiguë, donc avec des bons côtés et des mauvais côtés et donc c'est là que je vais vous faire le comment ça s'appelle? L'éloge du tourisme. Donc le tourisme a des impacts écologiques positifs. Par exemple, le tourisme, c'est souvent aussi un prétexte ou une raison, on ne sait pas trop, qui justifie de mener des efforts de conservation. Par exemple, les parcs nationaux, ont parfois été créés comme des réserves de chasse, pour les aristocrates et les colons, mais aujourd'hui, ils sont en général soutenus par, l'idée que des gens vont les visiter, ils vont dépenser des sous et ça va, créer une économie alors qu'a priori, la nature n'est pas faite pour ça. Il y a des impacts, sociaux positifs. Par exemple, on peut considérer que le tourisme pour tous, l'accès aux vacances, hem, il permet aussi de délasser et notamment ceux qui en souffrent le plus, physiquement, des maux du travail et qu'il offre à chacun la possibilité de se reposer, d'accéder à des lieux qui sont beaux, de profiter de la nature, profiter de la mer, et cetera. Et on peut considérer aussi qu'il apporte des ressources, dans des endroits qui sont par ailleurs délaissés et que si vous n'avez pas, d'autres économies, comme c'est le cas un petit peu dans le village là dont je parle, il va apporter, une manne économique dont les habitants pourront, profiter pour améliorer leurs conditions de vie, pour mieux manger, pour profiter d'opportunités dans le domaine de l'éducation et cetera. Et il a aussi parfois des impacts, culturels positifs et par exemple, l'exemple que j'en ai, c'est Michel Picard, qui est un anthropologue, qui s'est établi à Bali, qui était au début spécialiste du tourisme et qui, maintenant est spécialiste de Bali et pas forcément que du tourisme et lui, il avait observé, il a écrit ça dans un article, après, 20 ans de travail sur place, que le tourisme, il avait pas mal aidé les populations balinaises à ressentir de la fierté pour leur culture et à la défendre vis-à-vis d'un État indonésien qui est très centralisateur et qui aurait pu écraser la culture balinaise
comme il écrase, d'autres cultures, ailleurs dans l'archipel. Et que donc, pour le coup, le tourisme avait contribué à préserver, des aspects, même s'ils sont aussi folklorisés, de la culture balinaise. Une culture qui est encore très, très vivante et qui est, très vivante et pas que pour la montrer aux touristes, hein, elle fait partie de la vie de tous les jours, et donc en cherchant bien, on peut trouver des impacts positifs au tourisme et heu et ouais, le tourisme donc a pas aussi mauvaise presse que les autres industries et il correspond aussi au fait que le voyage est fortement valorisé dans notre société et donc comment dans un contexte où, le voyage est valorisé pour X, Y raison, heu, poser des limites au voyage et donc il faut le reconnaître que, bah, partir en vacances, voyager, pour les gens qui le permettent, c'est une tentation assez grande parce que, le voyage est, particulièrement valorisé. Il y a des temps sociaux qui valorisent aussi le voyage. L'expression, «Et toi, tu es allé où cet été?» Qui est assez classique. C'est pas: «Et toi, qu'est-ce que tu as fait cet été? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu». C'est non: «Tu es allé où?» quoi. A priori, je suppose que vous êtes allés quelque part et donc même les écolos, ont du mal à résister, même, quand ils savent que le tourisme a des impacts, écologiques, sociaux, culturels négatifs. Et donc quand les écolos veulent voyager, ils cherchent à le faire, d'une manière, moins impactante, une manière qui est à peu près compatible avec leurs valeurs. Et moi j'ai listé un peu quelques manières de de partir comme tout le monde, mais de partir autrement, quoi. De partir alors, de partir en compensant, de partir autrement ou de partir en évitant, les plus grands écueils, comme l'avion ou Airbnb qui sont aussi une manière de partir autrement. Et donc il y a ces 3 postures dont en fait, ils sont peut-être que 2, hein, ou peut-être qu'1 au fond. Donc compenser, bah, le truc auquel on pense le plus immédiatement, c'est la compensation carbone en fait, la compensation des kilomètres en avion, heu qui est, une pratique parfaitement, immorale et dangereuse. Bah, quand c'est un truc de compensation carbone, ça va la plupart des outils de compensation carbone, sont assez inutiles. Ils ont aucun objectif de réduction, mais juste de compensation, des émissions. Hem et hem et ils peuvent avoir des impacts très négatifs, notamment sur, les populations locales, en dépossédant les gens pour faire, de la terre un outil de compensation, quoi. Mais on peut aussi, quand on est d'écolo, compenser de manière plus informelle en se déplaçant à vélo ou en ne mangeant pas de viande, le reste de l'année et ensuite claquer ses crédits carbone en vacances. Voilà, donc avec la même logique qu'au lieu de réduire, on va au final réduire pour ensuite compenser, donc ne pas réduire au final et voilà, on peut aussi compenser, on va dire, en accompagnant son voyage d'un geste solidaire, en échange d'un geste insoutenable. Heu et donc pour pas vous donner l'impression que comment dire? Pour pas vous donner enfin, si jamais vous vous sentez visé, je préfère vous dire que moi aussi, hein, je me sens visée, vous inquiétez pas. Qu'en ce moment, j'apprends le portugais du Brésil, dans la perspective de me laisser tenter éventuellement par un voyage solidaire là-bas, avec une asso, qui a un projet politique super intéressant. Bon, il est possible que je reste et que je sois juste très contente de recevoir des gens du mouvement des Sans Terre, hein, c'est possible et puis c'est vraiment, mon objectif a priori, mais on sait jamais ce qui peut se passer. On peut aussi partir autrement. On peut partir en roulotte, on peut partir à vélo, on peut partir en accueil paysan. On peut, aussi partir, dans ces campings qui permettent aux gens de vous savez, de poser leur tente. Alors c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, parce qu'il y a plein de campings où on ne peut plus poser sa tente et tout, il faut louer un bungalow, la semaine et cetera. Mais il y en a encore, des campings où on peut poser la tente. On peut partir avec un âne dans les Cévennes. Je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est très à la mode.
Hem, oui, on peut partir à pied ou en train. J'oubliais complètement le temps que j'avais. Donc il y a plein de manières de partir qui sont diverses, qui sont aussi, plus ou moins abordables selon le capital économique, selon le capital culturel, selon le capital corporel aussi, selon votre santé physique. Et il est assez douteux qu'elles soient universalisables. Et par exemple, partir en train, c'est très sympa. Je recommande, je fais ça souvent, mais le Shift Project, en travaillant sur la question des voyages, des transports, a montré que si on faisait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts d'équipement en continuant à saturer les gares parisiennes, on arriverait à peine à augmenter la part du train aux dépens de la voiture et de l'avion, quoi. Donc ces efforts, d'universalisation sont un peu, un peu pas possibles, enfin un peu difficiles. Et donc on peut aussi partir en refusant en boycottant Airbnb, ça se fait aussi, en boycottant l'avion, et cetera. Mais au fond, je pense qu'il faut partir du point de vue de l'idée que partir en voyage, c'est un privilège et que c'est quelque chose qui tient aussi à la classe sociale. Il y a beaucoup de gens, à peu près 40 de gens qui partent pas en voyage, qui partent pas dans l'année, heu et qui ont pas ces moyens-là et qui se conjuguent aussi à d'autres difficultés. Par exemple, le fait de pas avoir les moyens de choisir leur nourriture et notamment les fruits et légumes qui commencent à être un marqueur d'aisance, économique, quoi. Hem, voilà. Donc comment est-ce qu'on peut, limiter nos voyages? Moi, je pense pas que c'est en travaillant sur les imaginaires des écolos, qui sont, des écolos qui viennent de classes, bien dotées en capitaux et notamment, capitaux, culturels, social et puis économiques. Heu, Parce que ça va juste, explorer d'autres types de voyages, mais on sort pas trop de cette idée et puis on résout pas la question de comment font les autres, quoi. Et je pense qu'en fait, et puis surtout, franchement, on n'arrive déjà pas à s'auto-limiter quand on est écolo, donc par s'imaginer que les autres qui sont pas écolos vont s'auto-limiter, encore plus illusoire. Donc moi, ma proposition, c'est de repenser les temps sociaux pour libérer, le temps à la journée. C'est ce que proposait André Gorz, heu parce que le libérer par grandes plages, dans des grands week-ends ou des grandes semaines, c'est évidemment une invitation à partir, à partir. Heu je pense que cette libération, elle pourrait aussi nous permettre de réinvestir nos vies, plutôt que de faire des parenthèses où on arrive à y échapper. Donc vie de famille, vie amicale, voisinage, vie politique. Et le fait est que, pour beaucoup, nous avons des lieux de vie qui nous paraissent épouvantables. En tout cas, moi, c'est mon cas, hein. J'ai vu sur, l'incinérateur d'Ivry et j'habite entre, une emprise SNCF et une autoroute, donc je suis bien contente, de partir, hein. Mais voilà, c'est que si on était assigné à résidence, on aurait peut-être plus envie de se battre pour préserver, nos lieux de vie. C'est une hypothèse qui est très optimiste, hein, parce que, il y a plein de gens qui ont pas le loisir de partir et qui sont tenus dans des endroits qui ont des quartiers de relégation qui sont en plus privés d'arbres, même à Marseille, enfin même dans des endroits, chauds, par simple volonté de contrôle, pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Alors que les gens crevent de chaud l'été et que ça va pas s'améliorer. Il y a eu tout, un travail dessus de mon camarade de Michael Correia sur l'inconfort thermique, imposé aux classes pauvres. Donc voilà, c'est peut-être, un peu optimiste de se dire qu'on va changer la vie, mais c'est ce qui nous attend, enfin c'est l'obligation qui nous attend. Et je pense que c'est en changeant la vie de chaque jour qu'on lutte contre le tourisme et pas en diffusant, de nouvelles des injonctions qu'au fond personne et des fois même pas nous-mêmes ne suit. Voilà.